Moi, je voulais vous parler d'administration intraveineuse. Je travaille en réanimation à l'hôpital de Saint-Brieuc. Un hôpital, on a 21 lits de réanimation. Et un des gros pourvoyeurs en réanimation des gaz à effet de serre, c'est les seringues électriques. Je vais vous en parler, vous allez vite comprendre l'enjeu. Vous savez déjà tous globalement ce que c'est que le réchauffement climatique. Je le rappelle rapidement. Globalement, c'est lié au gaz à effet de serre. Un gaz à effet de serre, c'est un pull qu'on rajoute sur la planète. La planète, elle chauffe par elle-même ou parce qu'elle renvoie les rayonnements du soleil. Et à chaque fois qu'on émet une tonne de gaz à effet de serre, un kilo de gaz à effet de serre, c'est comme si on rajoutait un pull. Et puis, on ne peut pas enlever ce pull. Donc, quand on court, on est content d'enlever le pull. Mais là, on court sur une planète où on brûle beaucoup d'énergie et on n'est pas capable d'enlever les pulls qu'on met dans l'atmosphère. Et donc, il faut limiter finalement la quantité de gaz à effet de serre qu'on émet, sachant que ces gaz à effet de serre sont principalement d'origine humaine. Ça, c'est clairement démontré aujourd'hui. Les rapports du GIEC, globalement, quoi qu'en disent finalement, et de l'autre côté de l'Atlantique, finalement, on a quelque chose de convaincant, de scientifique, de solide, qui montre que le réchauffement climatique est lié aux émissions de gaz à effet de serre de cause humaine. Dans le secteur de la santé, ce réchauffement climatique nous impacte à deux niveaux. Le premier, c'est que finalement, le changement climatique va devoir nécessiter une adaptation de notre part. On va modifier un petit peu les pathologies qu'on va avoir. Alors, ça ne sera pas forcément des coups de chaud, des coups de chaleur, ça sera effectivement peut-être juste des maladies cardiovasculaires. La température en elle-même, et notamment la température la nuit, ça modifie pas mal les facteurs de risque cardiovasculaire et on sait que ça augmente le nombre d'AVC, d'infarctus. C'est des choses qu'on voit au quotidien. C'est pas que des choses rares comme par exemple la dengue ou le chic, mais ce sera des maladies qu'on voit déjà aujourd'hui qui seront plus fréquentes. Et puis il y a aussi une responsabilité du système de soins. Bah oui, effectivement, ça tout le monde le sait, hein, on émet des gaz à effet de serre, on s'en rend bien compte. À la maison, on fait du zéro déchet, on vient en vélo, et puis dès qu'on est à l'hôpital, en fait, on jette des quantités phénoménales dans la poubelle, on consomme du plastique à tire-larigot, et donc on s'interroge. On sait aujourd'hui que les systèmes de santé, pour être performants, ont besoin de ces dispositifs médicaux, ont besoin de ces médicaments, ont besoin de cette énergie. Mais on sait aussi qu'en fait, il y a des grosses disparités, notamment dans les systèmes de santé qui sont jugés performants. Là, c'est un graphique qui a été publié dans le Lancet, c'est intéressant. Plus on est à droite et plus notre système de santé est performant, plus on est en haut, plus notre système de santé consomme de l'énergie. Et ce qu'on peut voir sur ce graphique, par exemple, c'est que les États-Unis ont un système de santé à peu près performant, enfin jugé performant, mais qui consomme énormément d'énergie, ce qui n'est pas le cas, par exemple, de la France ou de l'Espagne, qui ont un système de santé performant, mais qui consomment beaucoup moins d'énergie. Donc ça pose la question de se dire, on peut faire des soins qui sont de bonne qualité et consommer moins, et donc ça pose la question de la pertinence. Mhm. Je vous mets rapidement cette diapo-là, mais vous la connaissez probablement. Ça résume ce que j'ai expliqué. Il n'y a pas que les maladies vectorielles, bien que ça apparaisse, qui vont être surreprésentées par le réchauffement, à cause du réchauffement climatique. Il va y aussi avoir des pathologies respiratoires, par exemple, qui vont être exacerbées par la qualité de l'air qui va être modifiée, et les températures extrêmes. C'est aussi un autre événement, mais c'est pas que ça. Il y a tout un panel de pathologies qui vont être surexprimées, qui vont augmenter notre activité. Et donc, autant pour faire de la résilience, c'est-à-dire être capable d'absorber cette nouvelle activité, autant pour diminuer notre impact, ça vaut le coup de se poser des questions. On va avoir plus de travail. Le souci, c'est que notre travail, eh ben, il repose principalement sur des dispositifs médicaux. Moi, c'est des sondes d'intubation. Par exemple, aux urgences, c'est peut-être plus des VVP. Il y a certains services où ça va être des gants. Et donc, la question, c'est de se reposer un petit peu qu'est-ce qu'on utilise au quotidien, qui repose sur les énergies fossiles ou qui émet des gaz à effet de serre, qu'il faut diminuer, dont il faut diminuer notre consommation. Et donc, c'est un peu la question qu'on s'est posée dans notre service. D'autant plus qu'on sait qu'aujourd'hui, en France, 100% de notre consommation de pétrole vient de pays étrangers. On est dépendant dans notre système de santé à 100% des autres pays pour les énergies fossiles. Et donc, dans le contexte géopolitique actuel, ça repose aussi la question de la sobriété et de la résilience. C'est-à-dire que si aujourd'hui on est en rupture avec les pays fournisseurs, on n'aura plus de masques, on n'aura plus de gants, on n'aura plus de sondes d'intubation. Et donc, ça pose un peu la question. D'autant plus qu'on sait que nos gaz à effet de serre, donc je vous ai convaincu d'un point de vue géopolitique, maintenant je vous convainc d'un point de vue, on va dire, gaz à effet de serre. 50% des gaz à effet de serre émis dans le système de santé, le Shift Project nous dit, c'est les médicaments et les dispositifs médicaux. Bon, dire que dans la santé, ce qui pollue, c'est les soins, c'est pas révolutionnaire, mais ça mérite d'être dit. Donc, comment diminuer l'impact des soins? Comment améliorer sa résilience? Trois étapes, un état des lieux, une action, une évaluation. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de mener, en tout cas dans mon service, avec ma Green Team, avec mes soignants qui m'ont bien aidé. Et je suis content de vous présenter ce travail. On a commencé par faire notre travail repose sur notamment des analyses de cycle de vie. Vous connaissez cet outil qui a été inventé par des ingénieurs bien plus performants que moi, mais en tout cas qui ont
permis de construire des analyses qui vont de la fabrication du produit et de son emballage jusqu'à sa valorisation, sa fin de vie, en passant par le transport, sa distribution. Et donc, en fait, on a utilisé des analyses en cycle de vie pour mener notre travail, pour essayer d'évaluer en tout cas le bénéfice de notre travail. Ici, je vous ai mis Pierre Bardou, qui est mon collègue interne, qui, vous voyez, est en train de peser le matériel. Et donc, en fait, il a pesé les différents dispositifs qu'on a utilisés. Nous, on s'est intéressé aux seringues. C'est le sujet de mon topo. Et donc, par exemple, il a pesé les seringues. Il a regardé combien pesait la seringue en plastique, combien pesait son emballage en papier, etc. Et grâce au site de l'ADEME, on peut faire des analyses de cycle de vie. Ça, c'est une façon de faire. L'autre façon de faire, et aujourd'hui, je vous conseille de faire ça, c'est d'aller voir Carbone, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est vraiment un super outil. Et donc, on a refait les analyses avec la base de données Carbone. C'est en open access, c'est libre. C'est au contraire, ils sont très contents de diffuser cet outil-là. Et donc, je vous invite à aller le voir. C'est un autre moyen d'avoir accès à des analyses de cycle de vie qui permettent d'évaluer les médicaments et les dispositifs médicaux qu'on utilise le plus. Donc là, j'ai mis les médicaments, mais j'aurais pu mettre les dispositifs médicaux. Globalement, l'Augmentin, par exemple, Inès de Maisonsal qui a construit ça dans son truc là, on voit que 2 grammes d'augmentin en intraveineuse représentent 1,15 kg de CO2 émis en termes de gaz à effet de serre. C'est un super outil et c'est beaucoup plus simple à faire que ce qu'a fait mon interne. C'était son sujet de thèse, donc il était très content de travailler tout ça. Il n'y avait pas encore Carbone qui avait été publié à cette époque. Et donc maintenant que cet outil-là existe, utilisez-le. Même si ça reste des approximations, parce que c'est peut-être pas exactement le même dispositif médical chez vous, ça reste un moyen assez élégant et assez accessible. L'état des lieux, en fait, on n'était pas le premier à le faire. Les Allemands l'avaient fait avant nous. Dans leur service de réanimation, Nicole Lundfeld, elle a regardé ce qu'elle utilisait au quotidien pour essayer de faire un bilan de ces gaz à effet de serre émis par une journée d'hospitalisation dans son service. Elle s'est rendue compte que ce qu'elle utilisait le plus, c'était les gants. Elle utilise 108 gants par patient par jour. Donc ça, c'est par patient par jour. Ça a l'air énorme comme ça. Et je me suis dit, bah, c'est beaucoup plus que chez moi. C'est bizarre quand même. Et en fait, je me suis rendu compte que chez moi, c'était pareil. Donc, je suis assez surpris par les résultats qu'on a pu obtenir, mais qui sont exactement, enfin, qui sont extrêmement proches de ce qu'a pu publier Nicole Lundfeld. Et en fait, ça m'a très vite ouvert les yeux sur le fait qu'il fallait faire des bilans. Et tout le monde me parlait de dispositifs médicaux très spécifiques, comme les fibroscopes, comme d'autres choses, qui en fait sont beaucoup moins utilisés et du coup représentent une part de gaz à effet de serre beaucoup moins importante que ce qu'on utilise le plus sans le savoir. Par exemple, les gants, les seringues, 24 seringues par patient par jour, ou les tubulures et les connecteurs. Quand on regarde un petit peu l'impact, parce que ça c'est en quantité, mais l'impact, l'empreinte carbone de ces différents dispositifs médicaux, on se rend assez vite compte que ce qui pèse, ben, c'est les gants, hein, finalement, c'est ce qu'elle a montré, et c'est ce qu'on a tous appris avec ce papier-là. Et puis après, c'était les seringues, et effectivement, on s'est dit, bah, c'est un super. Moi, je me suis dit, bah, on ne pourra rien faire sur les seringues, il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit, c'est comme ça, c'est comme ça. Et quand j'en ai parlé à ma Green Team, à mes infirmiers, à mes aides-soignants, ils m'ont dit, mais en fait, moi, j'étais avant à Toulouse, moi, j'étais à Paris, et en fait, on faisait pas du tout comme ça, et c'était beaucoup mieux. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas faire pareil? En fait, ça pourrait être un super outil. Quand on regarde les analyses de cycle de vie, dans mon service, j'utilise à peu près 90 gants par patient par jour, donc c'est assez proche de ce que disait Unfeld. J'utilise une quinzaine de seringues, donc c'est un peu moins que ce qu'elle publiait, elle était plutôt à 20, donc c'est une quinzaine de seringues par patient par jour. Et quand je regarde ce qui est en rouge, l'équivalent en empreinte carbone, bah, je me rends compte que j'ai à peu près les mêmes résultats avec l'empreinte carbone des gants, qui est la première empreinte carbone, qui est suivie de près par les seringues, et suivie après de près par les tubulures de perfusion, et qui vont directement avec les seringues, puisque une seringue est branchée sur une tubulure de perfusion, donc les choses vont à peu près ensemble. Donc on s'est dit, bah, c'est parti, Banco, on va travailler sur les seringues, puisque les soignants avaient eu cette idée-là. Qu'est-ce qu'on injecte dans nos seringues? Bah, c'est la deuxième étape. Si on veut diminuer la consommation de seringues, il faut regarder pourquoi on utilise des seringues. Et donc on a regardé ce qu'on injectait avec nos seringues. Dans mon service, je suis assez surpris. Enfin, parce que la première chose que j'injecte avec mes seringues, c'est de l'eau. Alors ça, c'est vraiment toujours un peu surprenant de se dire pourquoi j'injecte de l'eau à mes malades. En fait, c'est pas vraiment de l'eau, c'est de l'eau stérile pour préparation. C'est-à-dire que quand j'administre, par exemple, 2 grammes d'augmentin à un malade avec une seringue, ou 2 grammes d'amoxicilline avec une seringue, et ben en fait, il a fallu que je dilue la poudre d'amoxicilline avec de l'eau, que je remplisse ma seringue de 50 millilitres et que je la mette sur un pouce seringue. Et donc, en fait, j'ai administré 2 grammes d'amoxicilline, certes, mais j'ai surtout administré 50 millilitres d'eau. Et je me suis rendu compte vite que, en fait, le premier dispositif qu'on administrait, c'était de l'eau, et que c'était surtout pour diluer ce qu'on mettait dans nos seringues. Le deuxième médicament, c'était le propofol. Et après, il y avait toute une série de médicaments. Et du coup, on a décidé de travailler principalement sur les dilutions de nos produits. Se dire, bah, en fait, peut-être qu'on pourrait mettre moins d'eau. Peut-être qu'au lieu de mettre
2 grammes d'amoxicilline et 50 millilitres d'eau, on pourrait mettre 4 grammes d'amoxicilline dans 50 millilitres d'eau, ce qui ferait qu'en fait, utiliserait moitié moins de seringues pour la même posologie d'amoxicilline. Ça a été une première réflexion. La deuxième réflexion, c'est de se dire le propofol qu'on utilisait, il était 200 mg dans 200 millilitres, c'est du propofol à 1%. Et on s'est dit, est-ce qu'il existe d'autres formulations du propofol qui permettraient d'administrer plus de propofol avec moins de seringues? La réponse a été rapide. On a réuni un groupe de travail avec des infirmiers référents, des médecins, des pharmaciens, des acheteurs. Super, hein, super contact avec les acheteurs de l'hôpital. En tout cas, ça a été un vrai, un- une vraie ouverture d'inclure des acheteurs ça nous a permis de voir ce qu'on utilisait. Et les graphiques que je vous ai montrés avant, avec les quantités de consommables utilisées par jour, par patient, c'est grâce à eux qu'on les a eus. Et donc, vraiment, je vous invite à vous mettre en lien soit avec les acheteurs, soit avec vos techniciens, vos référents matériels de vos services pour obtenir les quantités de consommables utilisés. Quand on a fait le bilan, on s'est rendu compte que ce qu'on utilisait le plus, bah, c'était les seringues pour le propofol, puisqu'on utilisait 10 000 seringues sur les 36 000 qu'on utilise par an à peu près. 10 000 servaient au propofol. Et puis après, c'était un peu séparé avec l'Acupan, de l'Ipnovel, du Sufinta, du Sufentanil, qui est un morphinique, et de l'héparine. Donc c'était surtout pour des sédations. Et on s'est dit, bah, peut-être qu'on peut améliorer la façon dont on délivre nos sédations. Et par exemple, le simple fait de doubler la concentration de propofol, ce qui était notre idée initiale, eh ben, en fait, on divisait presque par deux la quantité de seringues. C'était l'objectif. Et donc, on a fait ça, on a fait une analyse, on a poursuivi l'analyse de cycle de vie, on a fait un inventaire, on a regardé bah, qu'est-ce qu'il faudrait si on doublait la quantité de propofol, si on passait de propofol 10 mg par ml à 20 mg par ml, ben en fait, c'est pas tout à fait pareil. Parce que d'un côté, c'est une ampoule dans laquelle il y a 20 ml, dans l'autre, c'est un flacon dans lequel il y a 50 millilitres, mais deux fois plus concentré. Bref, quand on fait l'inventaire, pour administrer 6000 mg, ce qui est à peu près la dose quotidienne à un patient, il faut 10 seringues avec les ampoules, alors qu'il faut 6 flacons avec les bouteilles. Et donc, en fait, on voit qu'il y a une petite différence, qui n'est pas de moitié, mais quand même assez intéressante. On s'est fait pareil, je vous ai parlé de l'amoxicilline, mais par exemple, on peut parler de la tazocilline, qui est peut-être un des antibiotiques les plus prescrits en réanimation. On a regardé les différentes dilutions qui existaient et on s'est rendu compte que plus le produit était concentré, eh ben, moins on avait besoin de matériel. On s'est dit, bah, c'est super. Je vous ai fait ici rapidement le dessin de ce que ça représente. Pour la même dose de propofol, il faut tout ce matériel-là, 10 seringues et 10 ampoules, alors que ça représente exactement la même chose que 6 flacons et 6 seringues. Donc on voit qu'il y a une différence en termes d'impact de consommables. Et c'est la même chose aussi ici. Avant, ce qu'on utilisait, c'était 4 seringues et 4 pochons pour 16 grammes dans la journée. Et finalement, on est même passé à un pochon sans seringue, puisqu'on les met sur des bases spécifiques. Donc, ça nous a permis d'éliminer 3 pochons et 4 seringues pour la même dose de 16 grammes de tazocilline, de piperacine tazobactam. Donc, juste en se posant autour d'une table en fait, avec des pharmaciens, les infirmiers, on s'est rendu compte qu'on pouvait diviser par 4 notre consommation de matériel, diviser par presque 2 la consommation de seringues et de bouteilles de propofol, et on s'est dit, mais c'est chouette, enfin, ça vaut le coup. Et on a regardé quel impact ça pouvait avoir. Parce qu'effectivement, on est RSE, on parle impact carbone, mais on parle aussi ce qui va avec. Et on s'est rendu compte qu'en fait, en termes de temps, de prix, pardon, ça c'est pas compliqué, hein, les acheteurs m'ont filé le prix, on divisait par presque 2 le prix pour le propofol, et le prix, on le divisait par 5 pour la tazocilline. C'est quand même assez impressionnant. Pour le poids de déchets, on divisait par un petit peu. C'était pas tant que ça, parce que finalement, les flacons pèsent un petit peu plus lourd. En termes de volume de fluide, on divisait par 2, c'est-à-dire que le patient reçoit moitié moins d'hydratation à cause du propofol, ce qui est finalement en réanimation un vrai problème, parce que les patients ont beaucoup d'apports, à force d'avoir beaucoup de perfusion, on leur apporte beaucoup de liquide, ils ont beaucoup d'œdèmes, et donc ça permet de diminuer ces œdèmes qui sont finalement source de morbidité importante dans nos services. On diminue l'impact carbone par 1,5, ça c'est intéressant, et c'est grâce aux analyses de cycle de vie qu'on a pu le montrer. Et puis on diminuait aussi, on a pris des chronos et on a mesuré les infirmiers pour regarder combien de temps ils mettaient à préparer dans la journée leur propofol. On a divisé par presque deux le temps infirmier consacré à la préparation du propofol. Donc on coche énormément de cases rien qu'en faisant le meeting autour d'une table avec nos infirmiers et nos paramètres. C'était encore plus important pour la tazocilline, avec 3 fois moins de matériel, 4 fois moins d'eau administrée aux patients, 2,5 fois moins de gaz à effet de serre. Donc c'était encore plus rentable pour la tazocilline.
bon, là, c'est en cours de revue dans une revue scientifique. Donc, on est avec le comité de lecture. Et donc, on voit effectivement sur ce graphique-là la différence, la diminution, en gros, du prix à l'année. Ça, non, c'est par jour de ventilation, pardon, que représente la modification du propofol de 10 mg par ml à 20 mg par ml avec une économie projetée. En tout cas, c'est les économies mesurées depuis qu'on a fait notre modification sur les 10 derniers mois qui y sont passés. On a économisé à peu près 3,7 tonnes de CO2, ce qui est assez sympa, plus de 4 allers-retours Paris, enfin plus de 4 Paris-New York, et 15 000 euros à peu près euh, par an. C'est l'objectif, enfin c'est ce qu'on projette en termes d'économie. Donc c'est assez intéressant avec une modification qui semble finalement assez simple. Pour les antibiotiques, c'est pareil, hein. Plus on les concentre, eh ben, moins ça coûte cher et moins ça émet de gaz à effet de serre. Unfeld, dont je vous avais parlé tout à l'heure, qui est finalement spécialiste, en tout cas en réanimation sur ce pic-là, montre également une diminution du nombre de déchets en fonction de la façon hein, dont on prépare la tazocilline. Donc c'est exactement le même antibiotique que nous. Donc on n'est pas les seuls à trouver ces résultats, donc c'est assez intéressant. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire au terme de ce topo? Ben, vous pouvez monter une green team chez vous avec un infirmier, des AS, mais je le redis, des logisticiens, c'est extrêmement important, des acheteurs ou des référents matériels. C'est ça qui nous a permis de faire cette analyse en termes de quantité de consommation. Et puis les pharmaciens qui nous ont permis de voir un petit peu comment on pouvait optimiser nos administrations. Prioriser vos actions. Nous, on s'est priorisé sur des actions importantes parce que c'était des grandes quantités de seringues consommées et qu'il y avait une grosse émission de gaz à effet de serre liée à ces seringues des actions. J'ai trouvé ça super intéressant d'avoir les quantités de consommables et de les mettre en parallèle des émissions. Je trouvais ça très intéressant. Et puis surtout, ne vous découragez pas parce qu'effectivement, quand on a dit aux pharmaciens on veut du propofol à 2%, ils m'ont dit oh là là, oh là là, oh là là. Et donc, il a fallu trouver un fournisseur, il a fallu trouver de l'espace dans la pharmacie pour le stocker, il a fallu se mettre d'accord avec le bloc opératoire parce que eux, ils n'étaient pas tout à fait sûrs de vouloir passer à 2%, etc., etc. En fait, finalement, ça s'est fait et maintenant tout le monde est content. Et donc, je vous invite à le faire chez vous aussi. Merci. Merci beaucoup, docteur Massard. Merci beaucoup pour cette présentation. On prend quelques minutes pour eh bien, des questions. Que voulez-vous savoir hein, de plus sur cette présentation? Alors, soit vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole, ou alors poster votre question dans la zone de dialogue. Je vois après j'ai des retours sympas. Merci dans le chat, c'est sympa. Et comme j'affiche pas toutes les personnes, si vous levez la main, à la limite, ouvrez votre micro en direct parce que je vous vois pas tous. Mais vous avez surtout beaucoup de bravo et Ouais, une présentation tout à fait claire. Donc, Là, je, Bonjour, je veux. Allez-y. bonjour Julie Swainpool, hôpital Foch. En fait, j'aurais aimé savoir si on pouvait vous contacter, si vous seriez OK pour faire un topo chez nous. En fait, voilà, parce que vraiment, votre topo était incroyable. merci. Et du coup, voilà, puisque personne ne pose de questions, je m'autorise. Voilà, je pense que pour sensibiliser une CME ou des groupes qu'on a, j'aurais aimé, enfin voilà, si vous êtes d'accord, qu'on prenne contact pour, si vous seriez intéressé pour venir nous voir. Voilà. Je vous ai partagé mon mail, nicolas.massard@armorsanté.bzh. Il y a un D'accord. pare-feu à désactiver, donc il ne faut pas hésiter à le désactiver. OK. Euh, Moi, j'ai un peu une spécificité à Nestrea parce que je bosse pas avec le bloc et enfin, je bosse pas au bloc, mais j'ai pas mal bossé avec eux ici et je suis en réanimation, donc je peux tout à fait faire le présentation. Je suis plus au groupe Réagir que j'ai des contacts avec la Green Spar aussi, mais je pense que eux aussi ont peut-être des topos à présenter. On est en train de monter avec le groupe Réagir de la SRLF un topo un peu, on va dire. Euh, Bateau, enfin pas bateau, mais voilà, un peu classique qui pourrait être présenté avec ce genre d'action-là qui peuvent être transportées surtout en réanimation, mais également au bloc opératoire. Et Nous, vous avez des gens de l'équipe de Charles Cerf avec vous ou pas du tout en fait pour ils sont sensibilisés, vous savez pas? je sais pas trop, c'est où ça? C'est dans quel C'est Foch à Suresnes en Île-de-France en fait. non, j'ai pas connaissance. Enfin, je bosse pas directement avec des gens de Foch, mais oui, Alors, avec plaisir. Vous pouvez m'envoyer votre.
Ok, bah, très Contact, bien. et si vous Ce voulez, je vous club vois dans mes ACV fiches. sert exactement à ça, c'est-à-dire à faire de la mise en relation. Donc, je l'ai pas précisé en introduction, mais sachez que, en effet, exceptionnellement aussi pour ce club-là, donc les présentations sont enregistrées. Elles seront donc publiées sur une chaîne YouTube qu'on a ouverte et dédiée donc à ce club. Mm. Et donc la présentation du docteur Massa et puis séparément la présentation que le docteur Mondin va maintenant partager avec nous seront publiées aussi sur YouTube. Ça n'empêche pas, bien évidemment, toutes les invitations que l'on ne peut que souhaiter aux deux médecins qui sont disponibles pour nous aujourd'hui. Il y avait une question, peut-être pour une réponse courte. Combien de temps l'équipe a été mobilisée pour ce travail? Bah, en fait, c'est difficile de dire parce qu'on fait énormément de choses en parallèle, etc. En vrai, c'est pas extrêmement long. Il a juste fallu se poser autour d'une table pour que tout le monde valide le projet, quoi. Te dise, bah, effectivement, on peut essayer de passer du 2 mg par ml pour le propofol, par exemple, et pour la tazo. Ce qui a été un peu plus long, c'est surtout pour les infirmiers coordinateurs qui ont dû imprimer des nouveaux protocoles, par exemple, pour les antibiotiques, pour toutes les dilutions, etc. L'idée, c'est que la SPILF, je bosse aussi avec la Société d'infectieux, propose ces dilutions-là, en fait, suite à leurs recommandations, parce qu'ils ont fait des recommandations françaises sur la préparation des antibiotiques et l'administration. On va publier en parallèle une lettre dans laquelle on propose effectivement les solutions les plus green. Donc, normalement, ça devrait sortir, j'espère, bientôt. Ça permettra d'avoir une idée là. En termes de temps, je ne sais pas quantifier, je suis désolé. Ça dépend beaucoup localement, si vous avez des bons contacts avec votre pharmacie ou pas. Nous, oui, très bon, donc ça a été rapide. Oui, une question aussi qui va dans le même sens. Est-ce qu'il faut un ETP dédié ou avez-vous une idée du temps de travail? Bon, voilà, vous y avez répondu avec un... Moi, j'ai pas de temps dédié. Officiellement, j'ai 10%, mais c'est parce que je suis copilote sur tout le CH. Donc, globalement, c'est clairement pas ça qui. C'est pas là que j'ai consacré mes 10%. Mhm. La thèse de votre interne est-elle disponible sur Internet? Bah, pas encore. Elle a été acceptée pour publication dans Annals of Intensive Care, la revue de la SRLF. Donc, elle sera publiée dans les semaines qui viennent, mais elle n'est pas encore, elle est pas encore dispo. D'accord. Donc, elle sera la bienvenue aussi puisque en accès libre sur le site du C2DS, donc on a ouvert tout un espace qui s'appelle la grande justement bibliothèque en RSE en santé, où donc sont déjà rassemblés donc plus d'une centaine de mémoires rédigées par des professionnels de santé. Il y aura aussi les mémoires des DU portés par le CHU de Lille et par la Sorbonne. Et puis, on a eu des propositions spontanées justement de thèses qui portent sur ces sujets-là. Et donc, en effet, le moment venu, celle de votre interne sera aussi la bienvenue pour qu'on puisse voilà, rassembler au même endroit ou créer des liens avec les plateformes où on peut les trouver, tous les travaux universitaires qui sont faits sur la RSE en santé. Peut-être une dernière question, peut-être encore dans la zone de dialogue. Euh, Y a-t-il une réflexion sur l'irritabilité des produits due à l'augmentation de concentration des produits? Oui, ça a été une question parce qu'effectivement, le propofol, on sait que c'est un peu irritant, notamment en bolus chez les patients qui sont vigiles pour l'induction anesthésique. J'ai regardé, il n'y a pas beaucoup de données. Il y a quelques données qui sont assez anciennes, des années 80, fin des années 80, début 90, où c'était une très bonne tolérance, en tout cas en réanimation. Nous, on a aucun problème. Après, on utilise beaucoup de KTC, donc effectivement, ça se passe très bien. On en utilise aussi sur VVP et ça se passe très bien. Mais peut-être que ça nécessiterait de faire des trucs un peu plus poussés. J'avoue que c'est pas trop mon domaine de vénotoxicité, mais ça pourrait être intéressant. Et Parfait. une petite dernière question, on vous demande également quelles sont les prochaines étapes. Ah. Bon, là, je vous ai présenté un truc, mais en fait, en vrai, il se passe beaucoup d'autres trucs dans le service. Les prochaines étapes, bah, c'était grâce à la thèse de l'interne, on a pu quantifier, mais c'était pas que le propofol, hein. Il a regardé énormément de produits qu'on utilisait, qu'on consommait, et donc on s'est intéressé aux gants, parce que je vous ai parlé des gants et je suis passé sur les seringues, mais voilà, on a travaillé sur les gants, on a travaillé sur les seringues, on a travaillé sur les pochons d'eau PPI pour avoir les pochons d'eau PPI pour diluer la tazo qui soient les moins riches enfin les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Et puis après, il faut étendre ça à tout l'hôpital, quoi. Clairement, c'est vraiment ça l'objectif, c'est d'essayer de faire des actions qui soient transposables à tout le monde. Et donc l'objectif maintenant, c'est de valider toutes les actions qu'on a fait chez nous, de les quantifier comme celle-là, et puis de les publier, et puis de faire que en fait, ça devienne finalement la norme partout, et que mon idéal, ce serait que toutes les recos qui viennent incluent un petit encart développement durable, par exemple, les recos antibio de la SPILF disent, bah, en fait, oui, on peut diluer comme on veut les antibiotiques, mais quand on fait comme ça, c'est quand même mieux pour tout le monde.